Donc, ce que je propose là, nous, de toute façon, on a une introduction assez courte avec Edwina pour préciser un petit peu l'enjeu du webinaire, un petit peu le sommaire, qui avait dû être précisé dans l'invitation. On remercie en tout cas tout le monde de participer à ce webinaire, focalisé sur une thématique dans la filière textile qui va être la teinture. On va se présenter avec Edwina et puis l'ensemble des intervenants après auront l'occasion de se présenter. On a prévu pas mal de temps pour présenter des initiatives intéressantes au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis à la fin de ce webinaire, donc je pense en termes d'horaire, ça sera peut-être vers midi, entre midi et midi et demi sûrement, un temps de questions-réponses. Vous aurez l'occasion de poser des questions, si vous en avez, à nos 4 structures intervenants ou à Edwina ou moi-même. On va se présenter de manière très succincte, un petit peu avec Edwina. On va co-animer ce webinaire. On va essayer de donner la parole à tout le monde, vous présenter des initiatives intéressantes. Donc, je vais prendre la main en me présentant. Donc, Damien Délétra, je travaille à Soltenar, un cluster régional sur la transition énergétique, écologique, et plus spécifiquement sur la thématique de l'éco-conception. Je suis basé à Poitiers. Et voilà, on propose des animations. C'est la seconde sur le sujet des textiles qu'on fait avec Edwina en co-animation. D'accord. Et Oui, donc, bonjour. Edwina. Ouais, merci. Alors, nous sommes absolument ravis puisqu'il y avait 29 inscrits et pour l'instant, nous sommes 26 ou 27 participants. Donc, bon, mais c'est chouette de faire taux plein au niveau des gens qui se connectent. Donc, merci à vous. Oui, je m'appelle Edwina Milan et je travaille pour l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine au sein d'un service qui s'appelle Transition sociétale et j'interviens plus particulièrement sur les sujets de textile et mode durable en Nouvelle-Aquitaine. Comme Damien l'a indiqué, on va rapidement passer sur les éléments de contexte de cette initiative que nous proposons au niveau de l'animation de la dynamique en région et enchaîner avec les intervenants. Donc, en fait, on sait bien que la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas dans le top 3, top 4, même des régions textiles en France. C'est un scoop pour personne. En revanche, cela fait de nombreuses années qu'il y a une réelle dynamique sur les sujets relevant textile et mode durable avec des startups, avec le crit horticole, avec tout récemment une plateforme d'innovation technologique qui est la première en Europe, qui s'appelle CETIA et qui a pour vocation d'aller vers des solutions de transformation et de valorisation de déchets et bien d'autres encore. Donc, pour toutes ces raisons, la région nous a sollicité au niveau de l'agence pour mener un petit travail d'exploration sur les acteurs de la chaîne de valeur, en fait, de cette filière en Nouvelle-Aquitaine. Ce travail est mené depuis à peu près 2021 et fin juin, nous avons publié sur le site de l'ADELI une première cartographie qui regroupe les acteurs de la chaîne de valeur avec cette casquette de durable, éco-responsable, durable. Donc, on est parti à 50, on est 105, donc c'est chouette. Et n'hésitez surtout pas, il y a un formulaire à remplir puisque bien évidemment, il y a de nombreux autres acteurs qui n'ont pas encore été identifiés, donc qui trouveront toute leur place. Et ce travail a été réalisé en lien avec tout l'écosystème en Nouvelle-Aquitaine sur cette filière, hein, donc les clusters, les acteurs économiques et d'autres. Donc, effectivement, il y a les liens, on vous les enverra. Effectivement, il y a une plateforme et une cartographie qui est organisée. Juste dire peut-être, Damien, excuse-moi, il y a un formulaire pour figurer sur la cartographie. Ce formulaire arrive chez moi. Donc, ça nous permet d'avoir un temps d'échange et moi de mieux comprendre en quoi votre positionnement sur la carte trouve tout son sens avec votre approche RSE, éco-responsable, durable et autres. Excuse-moi, Damien. Et du coup, c'est vrai que ça permet de présenter le nom de la structure. On le voit à l'écran, hein, la typologie des acteurs qui sont présents. C'est des entreprises, des clusters, des centres de recherche, typiquement, je pense. L'offre Des labos. proposée, et puis
laboratoire, évidemment, les sites internet et puis l'expertise. C'est vrai que c'est un point important. Je pense que beaucoup d'entre vous, des participants, peut-être recherchent aussi certaines expertises sur des fibres, sur des marques, sur des produits spécifiques et on a ce niveau de détail, j'ai l'impression. Oui, alors on a un niveau de détail de plus qui ne figure pas parce qu'il n'y a pas assez de place sur les colonnes. Après expertise, on a également la partie marché. Donc la partie marché, on va la retrouver sur la gauche. Donc vous pouvez filtrer en fonction de votre niveau de recherche, hein, et tout va apparaître avec beaucoup plus de détails dans les colonnes de gauche qui vous permettent de filtrer votre recherche que par rapport à ce qui figure sur la cartographie. Encore une fois, cette cartographie, elle ne demande qu'à être enrichie et avec le plus grand intérêt qui permet d'avoir une visualisation beaucoup plus forte et un positionnement plus fort de la Nouvelle-Aquitaine comment dire, connotation d'éco-responsabilité et du durable sur le territoire. Très bien. Et pour finir sur cette partie introductive, moi je représente l'association Soltena et on porte un programme avec la région et l'ADEME et la CCI, un programme d'accompagnement des entreprises à l'éco-conception. Donc on le verra tout à l'heure, cette partie éco-conception, notamment dans la filière textile, il y a des enjeux sur une étape, là, en l'occurrence du cycle de vie. Enfin, ça peut en regrouper plusieurs. Dans ce programme-là, c'est vrai que c'est une démarche qui est ouverte à toutes les entreprises, toutes les filières. Et là, nous, on est là pour vous aider, pour vous orienter pour orienter, faire financer aussi, vous sensibiliser et identifier des acteurs qui sont en mesure de vous accompagner pour mettre en place votre démarche d'éco-conception. On travaille aussi beaucoup avec les clusters, les autres réseaux professionnels, les filières REP qui aussi, là, on va parler de la filière textile, donc la filière Refashion, par exemple, ou Citeo, si on cite quelques éco-organismes, peuvent être sollicités sur cette question d'éco-conception. Et on organise évidemment des webinaires. On en a fait un ensemble avec Edwina il y a quelques temps, avant l'été, sur la filière textile plus globalement. Donc là aussi, c'est un programme ouvert à tous, qui est gratuit. Vous avez une plateforme, un site internet, une page LinkedIn aussi. Et puis, c'est évidemment en lien avec la plateforme régionale qui s'appelle Recita, qui met en valeur, qui informe, qui propose plein d'actualités sur l'économie circulaire plus largement. Et donc, qui peut traiter tout plein de sujets. Il y a des animations, il y a des événements, il y a des rencontres physiques aussi, des sujets thématiques. On avait fait quelque chose sur le textile il y a quelques temps. Donc voilà. Donc, je représente un petit peu tout ça. Oui, dire aussi peut-être, Damien, en effet, que là, ce webinaire est le deuxième d'une série de webinaires que nous allons vous proposer tout au long de 2024 sur des thématiques qui relèvent des besoins et des réalités exprimées sur le terrain. Et donc, pour faire le lien entre cette notion textile et cycle de vie et éco-conception, on a repris un petit peu en préparant le support avec Edwina, le cycle de vie qui est proposé par le pôle éco-conception d'un vêtement avec l'ensemble des fibres, les étapes de transformation, la vente, l'utilisation, la fin de vie d'un vêtement. Et on avait voulu travailler ce sujet de la teinture qui était important, qui est intéressant. Et on se rend compte que finalement, il peut intervenir à plusieurs étapes du cycle de vie d'un produit textile, hein, que ce soit textile habillement ou textile maison, linge de maison notamment. À différents niveaux de la chaîne de valeur, on peut l'utiliser, on va le voir tout à l'heure, à différentes phases. Par exemple, lors de la filature, lors du tissage, lors du tricotage, lors des étapes d'ennoblissement, voire de confection aussi et de finition des produits textiles avec potentiellement, par exemple, des impressions, des visuels qui peuvent être utilisés. Donc, c'est vrai que ce sujet-là est relativement important au niveau du cycle de vie et potentiellement de l'éco-conception aussi des produits textiles plus largement. Pourquoi aussi c'est important? Parce qu'il y a des enjeux environnementaux derrière qui sont quand même pas anecdotiques, hein. On a repris un visuel notamment que Marie-Angèle nous a envoyé, mais qui était assez bien fait, avec des enjeux environnementaux sur notamment des consommations ou des pollutions d'eau qui sont quand même assez importantes. Au niveau mondial, on estime que 20% à peu près de la pollution de l'eau est liée à la partie textile. Alors pas nécessairement exclusivement à cette partie teinture, mais elle peut y être associé. La problématique aussi peut-être des pigments qui sont utilisés pour créer la teinture on verra les applications qui peuvent y en avoir, mais en termes de composition et d'origine, ça peut avoir des incidences ou des implications quand même assez importantes
que ce soit au niveau des impacts environnementaux, mais également en termes d'impacts sociaux ou santé qui peuvent être utilisés dans certaines zones de production, de fabrication. On va voir aussi la teinture va avoir un enjeu quand même fort dans la durabilité des produits textiles, hein, la couleur qui va être utilisée, leur durée de vie, leur utilisation va faire que notre produit ou notre textile va avoir une durée de vie plus ou moins longue, en parlant de phase d'usage, mais également en phase de lavage et potentiellement de séchage, qui vont, en fonction des teintures qu'on va utiliser, de leur mode d'application et des attentes qu'on peut avoir avec la teinture qu'on utilise, vont faire que notre produit textile va avoir une durée de vie plus ou moins longue. Les colorants, donc on l'a dit tout à l'heure, avec 2 millions de tonnes qui sont utilisées, une bonne partie aussi qui vont être renvoyés dans les filières de traitement de l'eau, qui eux aussi génèrent des pollutions, des traitements spécifiques et vont amener avec des différentes problématiques. Donc c'est on a voulu parler de manière assez rapide, hein, je dirais, avec Edwina sur la partie introductive. L'idée de ce webinaire, c'est plutôt de mettre en avant des initiatives, des actions, et puis d'avoir un temps d'échange, puisqu'il y a quand même beaucoup de professionnels, je pense, qui sont présents qui peuvent avoir des utilisations, des applications sur le sujet. Donc évidemment, voilà, c'était l'idée de présenter les problématiques qu'il peut y avoir, ou en tout cas les enjeux environnementaux, et de vous montrer des alternatives ou des solutions qui existent à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine notamment. Donc voilà, donc quatre témoignages. Edwina les a présentés, le CRIT horticole, Alizarine, la route du chanvre et un cluster régional, l'ENAMAC. Donc on va les faire les uns après les autres, et comme je disais tout à l'heure, on aura une phase de questions, peut-être qu'on regroupera à la fin pour que tout le monde ait au moins un temps de 10-15 minutes de présentation de ces activités et de comment la teinture s'intègre dans le procédé. Alors, je vais laisser. Alors, c'est moi qui pilote pour l'ensemble des personnes, c'est moi qui vais piloter les supports, donc vous n'hésitez pas à me dire quand faut passer à la slide suivante. Je vais essayer de le faire au fur et à mesure du temps, mais des fois, je n'ai peut-être pas forcément en tête le contenu de manière très précise. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Ok. Donc, je suppose que c'est à vous, Anne. Voilà. Oui, à nous la parole. c'est à vous. Vous m'entendez bien, donc là? Très bien, parfait. Voilà. Bien. Donc, bonjour à tous, à ceux que je vois sur l'écran et à ceux que je ne vois pas, mais qui nous entendent. Merci d'être ici. Je suis avec Amélie et je vais vous présenter les activités à la fois du CRIT horticole, qui est un centre de ressources technologiques qui se situe à Rochefort, en Charente-Maritime, et les activités de couleur de plantes, qui, elle, est une société privée qui se trouve également en Charente-Maritime, et je suis la directrice des deux structures. Alors, une toute petite présentation du CRIT horticole. Comme son nom l'indique, le CRIT horticole, il s'occupe d'horticulture et de végétaux depuis 30 ans. Il est assez ancien, ce CRIT. Il est labellisé par le ministère de la Recherche et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Il a plusieurs activités dans le domaine des serres équipées, dans le domaine de l'agriculture urbaine, des toitures et terrasses végétalisées. Mais bien évidemment, je vais faire un focus sur l'activité particulière du CRIT, qui est à peu près un tiers de l'activité du CRIT sur les colorants naturels. Donc c'est une aventure qui a démarré en 1995. Nous sommes une équipe principalement d'ingénieurs horticoles, agronomes, botanistes, physiologie végétale. Et le I de CRIT, c'est innovation, TT, c'est transfert de techno. Et on s'est saisi il y a assez longtemps finalement du sujet des colorants et pigments végétaux. Dans un premier temps, pour une question, on était questionné par les gens qui font de la restauration d'œuvres d'art. Donc c'était dans un premier temps absolument pas la partie textile qui nous intéressait, mais on y est venu, vous imaginez, après. Donc on a conduit sur une vingtaine d'années un programme de R&D qui est tout à fait unique en France, il faut le dire, qui a en parallèle traité les questions de botanique et d'agronomie, c'est-à-dire quelles plantes sont intéressantes en termes de teinture. On a fait un gros travail de recherche dans les archives nombreuses, pas que du côté teinture, mais du côté aussi pharmacie, du côté cosmétique, du côté peinture,
allant jusqu'à des choses qui datent du Moyen-Âge, et en travaillant beaucoup avec Dominique Cardon, que je ne présente pas, je pense que tout le monde la connaît, qui est une grande amie qui nous a bien aidés au démarrage. Et nous, on a essayé de cultiver dès le début, c'est le côté agronomie, ces plantes dans notre région avec des agriculteurs. Voilà. En parallèle, bien évidemment, on a mis au point un procédé d'utilisation, d'extraction à partir de ces plantes, des principes actifs, c'est les process de fabrication. On a établi un procédé de standardisation et de contrôle de la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité d'une couleur et d'un colorant? Je vous en parle après. Et on a travaillé sur des applications. Alors, dans un premier temps, je vous le disais, plutôt rénovation, œuvres d'art, pigments. Dans un deuxième temps, beaucoup sur la cosmétique, avec des sociétés cosmétiques françaises bien connues qui nous ont aidés en payant des programmes de R&D. Et puis, on est venu au textile, puis à la peinture. Donc, il faut bien comprendre qu'on a une activité couleur, multi-applications. Et puis, en 2005, l'aventure étant positive, c'était plus le rôle d'un CRIT que de faire des démarches de type commercial et production. Nous avons créé la société, la SAS, Société privée Couleurs de plantes, qui, elle, s'occupe de la production des plantes et des colorants et des pigments en grand volume et qui les distribue. Donc, je pense qu'on peut passer. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces fameuses plantes. Donc, dans un premier temps, notre idée, c'était la production de plantes tinctoriales spécifiques pour cette activité colorante. C'est des productions qui sont menées en partenariat maintenant avec des agriculteurs. On passe des contrats auprès d'agriculteurs. Ces agriculteurs, ils ne sont pas spécialisés en plantes colorantes. Ils ont une activité autre à côté. C'est des gens qui produisent des céréales, c'est des gens qui produisent du blé. Pour certains d'entre eux, dans le Marais Poitevin, c'est des gens qui ont des élevages et qui donc, à côté, ont un petit atelier plantes tinctoriales. Quand je dis petit, c'est quand même plusieurs hectares maintenant. Hein. Donc nous, on a fait des expérimentations pendant 10 ans sur des parcelles de 10 mètres carrés, puis 100 mètres carrés, pour sélectionner les plantes les mieux adaptées à nos sols et à notre climat, on va dire, régional. Charente-Maritime, Charente-de-Sèvres, c'est à peu près là que se situent les productions. Donc là, vous en connaissez bien sûr la plupart, le solidage du Canada, le sorgho des teinturiers, qui est une variété qu'on a sélectionnée avec le CIRAD, un organisme de recherche de Montpellier. C'est une variété qui nous appartient, qui fait un très beau brun chocolat. La garance, bien évidemment. Le polygonum des teinturiers, qui est notre plante à bleu, c'est l'indigo, si je peux dire, des climats tempérés, en dehors du pastel, que nous ne cultivons pas. Le genêt des teinturiers, Cosmos, Coréopsis, la bourdaine, le réséda, il en manque quelques-uns. Et puis, bien évidemment, il y a un certain nombre de plantes qu'on ne peut pas cultiver dans la région, même avec le réchauffement climatique actuel. Et nous sommes allés sourcer notamment l'indigo, l'Indigofera tinctoria, en Inde, où on travaille avec une coopérative, une exploitation indienne dans le Tamil Nadu, que j'ai la chance de visiter de temps en temps. Le campèche, le bois de campèche, qui est donc voilà, un bois du Brésil, enfin d'Amérique centrale plus exactement. Donc globalement, ces matières-là, elles sont originaires soit d'Inde, soit plutôt d'Amérique du Sud, avec un certain nombre de tanins qui nous intéressent, comme le quebracho ou le cachou. Et puis une petite mention particulière pour le henné, où on a une collaboration avec une coopérative marocaine sur cette plante particulière qui nous intéresse beaucoup. Voilà pour ce qui est des plantes. Je passe rapidement. Bien évidemment, vous vous doutez que c'est beaucoup de travail pour mettre en place ces cultures. On a réinventé finalement les process de culture, par exemple de la garance, qui bien sûr avait été perdu au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et perdu pendant une bonne centaine d'années. Et mine de rien, ça n'a pas été simple de retrouver des graines, de remettre au point le parcours de production de ces plantes et bien évidemment de tester leur intérêt agronomique. Juste une petite parenthèse, pour la garance, on a testé une bonne quarantaine d'origines
de Garance, en gros du bassin méditerranéen, pour tomber sur celles qui poussent bien chez nous, qui donnent une couleur intéressante et reproductible. Alors ensuite, à partir de là, notre idée a été d'industrialiser la chose. C'est-à-dire qu'on a au CRIT l'idée de produire des colorants et des pigments quand même dans des grandes quantités, de ne pas être sur des petits volumes, mais des grandes quantités, puisqu'en fait, on voulait servir un certain nombre d'industries, dont l'industrie cosmétique et textile. Alors le process, il est assez simple. On va sécher les plantes, on les broie, on les fait macérer, souvent dans de l'eau et de l'éthanol, mais ça peut être aussi que de l'eau, à de températures, temps et pH particuliers. On filtre et on concentre. Et à partir de là, on fait 2 types de produits. Ça, c'est important à comprendre. Ce qu'on va appeler un colorant, c'est-à-dire qu'à partir du concentré, qui est sous la forme d'une confiture en quelque sorte, on va sécher ce concentré, et puis on va le sécher, on obtient un colorant. Un colorant, c'est soluble. Donc, ce qui est soluble, c'est ce qui se teint. Donc, ça va être utilisé pour la teinture textile, mais aussi pour la teinture cheveux, teinture papier, teinture cuir, tout ce qui se teint. Et puis, une autre forme technologique de nos produits, c'est le pigment. À partir du concentré, on va fixer ce concentré on va l'insolubiliser sur un support qui en général est une argile, un carbonate, un minéral. On va le faire précipiter, filtrer, sécher, et on obtient un pigment insoluble qui va être utilisé pour des applications plutôt cosmétiques comme le maquillage, ou comme la peinture, ou comme la coloration des plastiques, ou comme l'impression textile. Donc on a ces 2 types de produits qui sont mis au point. On a fait un scale-up, ça c'est vraiment le boulot de couleur de plante. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on ne produirait pas, nous, en grande quantité. Donc, au labo, on peut produire 50 grammes, 100 grammes, 1 kilo. Et très vite, on a trouvé des partenaires qui sont dans la Cosmetic Valley, qui ont des gros outils, qui font déjà de l'extraction de substances naturelles végétales pour la parfumerie, pour la cosmétique, voilà. Et on est allé faire le coucou chez eux. Donc, on leur confie nos procédés d'extraction, on leur confie nos plantes, par exemple 1 tonne de plantes, et eux, ils vont fabriquer, en notre présence, des batchs de 50 à 200 kg de colorants ou de pigments qui sont tous sous forme poudre. Donc ça, c'est un petit peu des étapes, des photos que vous voyez chez notre prestataire. Nous, on reçoit ensuite le produit fini et bien évidemment, on s'occupe du contrôle qualité. Donc le contrôle qualité, c'est quoi? C'est la couleur, dans un premier temps. Nos yeux, qui sont les meilleurs garants de la couleur. Je pense que les intervenants suivants ne me démentiront point. Néanmoins, on a tout ce qu'il faut pour la mesurer en spectrophotométrie et spectrocolorimétrie. On a ce qu'il faut pour tester les vieillissements au sun test de ce qu'on fait. La petite main à côté, c'est une jauge de broyage. Ça, c'est pour les pigments, pour en mesurer la finesse. Et puis, on va aussi qualifier tout ce qui est humidité, pH, prise d'huile, etc. Et on va faire les tests pour la partie teinture du lavage. Alors, je vais faire un petit focus sur la partie environnement. Donc, c'est peut-être un peu naïf ce qu'on a écrit là, parce que les choses vont vite en ce moment. Mais ce qu'on a fait depuis 20 ans, on a utilisé des plantes, matières renouvelables. L'idée, c'était quand même bien de substituer des colorants synthétiques et chimiques et de les remplacer par des colorants naturels. Donc, plantes, matières renouvelables. Les résidus de végétaux sont épandus. Nos solvants, c'est de l'eau et de l'éthanol bio pour l'éthanol qui sont recyclés, réutilisés. Et on a un procédé de séchage, c'est notre partenaire, qui sont peu gourmands en énergie. C'est ce qu'on appelle de la zéodratation. Si quelqu'un veut ensuite des précisions sur le procédé, je lui en donnerai. Après, sur la partie, c'est bien d'avoir les colorants et les pigments. Après, il faut les utiliser. Et pour la teinture, eh bien, je vais faire un petit focus. La teinture, alors je suppose que la salle et ceux qui nous entendent le savent, mais en général, pour teindre avec un colorant naturel, végétal, il faut un mordant. En tout cas, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc, on a, nous, fait un énorme travail de choix des mordants, qui sont en général des ions métalliques. Autrefois était utilisé de l'aluminium, du fer, mais aussi du cuivre, du cobalt, de l'étain, des choses qui, bien évidemment, aujourd'hui ne sont pas acceptables.
Donc, on a essayé de choisir les moins nocifs et les plus anodins, on va dire, et surtout d'optimiser le pourcentage de ces mordants quand on fait l'opération de mordançage, dans le respect de la réglementation, et aussi d'optimiser le procédé de teinture de manière à ce qu'il ne dure pas trop longtemps, que les températures ne soient pas trop élevées, que les rapports de main soient pas trop élevés, c'est-à-dire qu'on ne perde pas le bénéfice évident du fait d'utiliser un colorant végétal, mais par les procédés ensuite d'application. C'est tout l'enjeu. Alors aujourd'hui, nos colorants sont tous certifiés GOTS, et je vais faire un petit focus ensuite, si vous voulez bien, sur l'application textile. Là aussi, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de nos auditeurs par rapport à ça, mais le petit tableau de droite est un peu rigolo, c'est-à-dire que c'est pour vous rappeler qu'un même colorant de Garance, par exemple, qui est rouge quand on mordance à l'aluminium, devient de cette couleur un peu violette-brune quand on utilise du fer, ou une couleur, là on ne voit pas trop mais une couleur plus orangée du titane. Donc il faut bien comprendre que c'est vraiment des couples colorants mordants qui font la couleur et qui font tout le sel, j'ose dire, et l'éventail et la palette de tout ce que peuvent offrir les colorants naturels, et qui font que la trichromie habituelle des colorants synthétiques, c'est quand même un monde qui est très différent, on raisonne de manière très différente, et c'est ce qu'on a du mal à faire comprendre aux industriels, notamment du côté textile. Je dois dire que je trouve quand même que la partie cosmétique ou peinture a une longueur d'avance par rapport à l'ouverture d'esprit concernant ces sujets-là. On pourra en reparler. Donc une teinture, il faut mordancer, plutôt avec un sel métallique. Alors je dis plutôt, vous imaginez que j'anticipe une question inévitable là-dessus. On est en train de travailler sur d'autres types de mordants. Et la teinture, bien évidemment, il faut travailler les process de teinture. Donc nous, on a fait des échantillons sur à peu près toutes les fibres, que ce soit en fil ou en tissu, plutôt des fibres naturelles, coton, lin, soie, laine, mais on a aussi on nous a demandé de teindre des fibres synthétiques, hein, voilà. Et on a aussi fait pas mal d'essais d'impression, on a eu pas mal de travaux là-dessus. Donc je vais finir, j'espère que je n'ai pas été trop longue, par 2 slides. Alors celle-là, c'est pour vous montrer un peu des réalisations. Donc on peut faire des choses en colorant naturel. La fondation Luma à Arles, à gauche, qui se trouve à Arles, a teint tout son mobilier intérieur avec nos colorants et nos process. C'est de la laine, c'est Garance, différents types de mordants et pas mal de Reseda. Des petites gammes, comme cette gamme de vêtements bébés, là, sympathiques. Ça, je pense que c'était oui, c'est du châtaignier. Je pense qu'ils ont utilisé aussi de la bourdaine. À gauche, en haut, c'est de l'impression textile chez un partenaire industriel à Laval. En bas à droite, c'est notre client chinois, on en a un, qui teint du cachemire et de la soie, voilà, en quantité raisonnable. Finalement, dans le domaine de l'habillement, actuellement, c'est la seule gamme qui est sortie en grand. C'est-à-dire que vous allez peut-être me démentir, mais en France, c'est long, on ne voit pas sortir grand-chose, je trouve. Et en bas à gauche, on aurait pu le mettre, c'est une impression chez les ateliers AS qui sont qui font de l'impression pour Hermès. Donc c'est des débuts d'essais de carré Hermès faits il y a déjà 10 ans et qui n'ont jamais été mis sur le marché, non pas que la faisabilité ne soit pas avérée, car elle l'a été, mais vraiment pour des aspects plutôt de communication de ces grandes marques de luxe qui ont du mal à communiquer, il nous semble, sur le naturel. C'est un peu comme en cosmétique avec des grandes marques. Ils ont du mal à communiquer sur le fait que ce soit naturel et renouvelable et intéressant. Donc, je vais conclure. Vous pouvez passer à la dernière slide, mais je ne l'ai pas écrit, mais je conclue en disant qu'on est en train de travailler, nous, actuellement, vraiment sur la partie R&D, sur la valorisation des déchets. Vous avez compris qu'on n'était pas parti dans un premier temps là-dessus, et je pense qu'on a bien fait. C'est-à-dire qu'on pense que produire de façon agricole des colorants naturels,
c'est intéressant pour les agriculteurs sur un atelier précis. Ça n'occupe pas un terrain monstrueux parce qu'on a sélectionné nos plantes pour qu'elles aient un bon rendement. Donc, on n'a pas besoin de surface monstrueuse et on arrive à avoir des colorants reproductibles. On est en train de s'interroger sur la valorisation des déchets où, à notre sens, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que la matière première est peut-être un peu moins, comment dirais-je, qualifiable et reproductible. On en parlera après. On travaille sur des mordants pour la partie textile alternatifs aux mordants métalliques. Ça m'est un peu difficile de vous en parler parce qu'on est sur des projets de recherche un peu confidentiels, mais en gros, c'est aller chercher d'autres molécules dans des végétaux ou, et ça vient de la biochimie, fonctionnaliser les molécules actuelles de colorants qu'on a, c'est-à-dire on va leur greffer des choses qui font que ça va être plus solide. Et sur les nouveaux pigments, c'est les pigments, vous savez, on travaille sur des supports nouveaux et on est en train de sortir des pigments avec des argiles bio et renouvelables et où on va se passer là aussi de mordants métalliques pour fixer nos argiles avec des choses qui marchent apparemment assez bien. Donc voilà la présentation rapide de 20 ans de travaux quand même, à peu près. Ouais, Voilà. super, merci. Effectivement, on voit un petit peu tout le panel d'actions qu'il peut y avoir à travers les plantes et puis pour retomber sur après des applications différentes, hein, la plasturgie, le textile, la cosmétique, effectivement. Donc ça nous donne déjà un bon, Très, très bon démarrage. Ah un oui. bon visuel à ce sujet-là, effectivement. Merci beaucoup Anne. Grâce à vous, on a bien compris toutes ces premières étapes de la culture à l'extraction, de l'extraction à la couleur, de la couleur aux différentes applications. Et on vous écouterait pendant des heures, mais on n'a pas tant de temps que ça. Et donc, nous allons enchaîner avec Marie-Angèle Bongard, de Alizarine Teinture, qui va nous en dire un petit peu plus également sur cette notion de couleur naturelle et végétale. Bonjour à tous, merci pour l'invitation et merci à tout le monde de participer au webinaire. Moi, je vais être vraiment dans la continuité donc, du Crit Horticole. Alors moi, j'ai pas du tout 25 ans d'existence, j'en ai que 2. Et du coup, moi, je suis aujourd'hui, je développe des recettes de teinture justement pour l'industrie textile, puisque tout ce que fait justement le Crit Horticole, je trouve ça très intéressant et génial. Et je me suis dit, mais justement, il y a beaucoup d'applications dans le cosmétique, il y en a un petit peu dans les bioplastiques, mais pas assez dans le textile. Et moi, mon parcours étant justement dans le textile depuis plus de 20 ans, j'ai commencé par l'ennoblissement textile dans la partie synthétique à Lyon. Et comme après, j'ai travaillé dans différents pays, au Bangladesh, en Tunisie, avec les teinturiers, puis après dans les montures de lunettes, toujours avec la couleur, j'ai voulu faire un projet justement de dire la couleur textile, elle doit être aussi végétale. Et en tout cas, il faut justement qu'on s'interroge sur ce qui se passe sur l'énergie, l'eau, la pollution aujourd'hui et de comprendre de ce qui se passait. Donc, je remercie d'ailleurs le Crit Horticole parce que ça a été mes premiers partenaires et premiers clients avec qui j'ai commencé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire moi un tour de France justement des teinturiers et des industriels de la teinture normale et teinture, on va dire, naturelle. Il y a peu d'acteurs, en effet. Et donc, depuis 2 ans, je rencontre les fabricants et les marques pour justement passer au process industriel, donc pour que demain, justement, vous ayez des t-shirts teints en colorant naturel. Voilà. Donc, l'idée, en effet, c'est de proposer une gamme de textiles. Je pense que tu peux passer le slide. Ce qui se passe surtout quand on veut justement valoriser aujourd'hui la couleur naturelle par rapport à la couleur synthétique, c'est toutes les idées reçues. Et finalement, je me suis rendu compte que tout le travail qui avait été mené, même depuis plus de 20 ans, par les ingénieurs et les chercheurs, était malheureusement dévalorisé et pas mis à la valeur du travail qui était réalisé. Et donc, il a fallu vraiment faire de la pédagogie et donc réapprendre les choses aux gens, en tout cas réexpliquer ce qui se passait sur la couleur. Et donc, déjà, c'était les idées reçues, puisque dès qu'on parle souvent de notre couleur naturelle, c'est voilà, elles sont pas jolies, elles sont pastel, elles sont pas très jolies, elles sont plutôt claires.
qu'elles ne tiennent pas, qu'elles sont de mauvaise solidité et surtout voilà, qu'elles ne tiennent que des matières naturelles, alors qu'aujourd'hui on sait qu'on a 80% de nos vêtements qui sont en synthétique et forcément qu'ils sont trop chers. Alors voilà, on peut passer à la suivante. Moi j'ai essayé de répondre en fait à toutes ces questions-là. C'est-à-dire que pour moi les colorants naturels, comme l'a expliqué Anne, c'est pour moi c'est une couleur humaine. C'est-à-dire que c'est en effet une couleur qui a été, c'est une plante en fait. Donc c'est un agriculteur qui a planté, récolté, déjà étape numéro 1. Puis après c'est un organisme qui a extrait la couleur. Et en fait ça peut pas être la même valeur qu'une molécule chimique qui est juste une synthèse de la pétrochimie où il n'y a qu'une seule molécule de chimie qui a été prise du pétrole aujourd'hui. Donc la plante a vraiment la couleur naturelle a vraiment, je dirais, un côté humain et doit être valorisée justement à sa juste valeur. C'est un peu le problème aujourd'hui par rapport à ça. Donc ça, c'est par rapport au prix. Et au fait, au final, souvent le prix, même sur le marché, enfin le prix rapporté à la production textile est finalement facilement intégrable à une production, puisque même s'il est beaucoup plus cher, s'il est pris en amont, on peut facilement, je dirais, l'absorber dans le développement d'un produit. La teinture issue des plantes, voilà, donc c'était adapter des recettes et trouver des process chimiques. Donc en fait, ils existent déjà, sauf que souvent ils sont qu'à petite échelle. On essaie justement de les mettre à grande échelle. Et donc moi, mon travail aujourd'hui, ça consiste aussi de faire des audits fournisseurs. Donc je suis chez les teinturiers. Donc aujourd'hui, je travaille avec France Teinture, par exemple à Troyes. Je travaille aussi avec la Caudrésienne dans le Nord ou avec des fabricants, enfin plus sur la Nouvelle-Aquitaine. On a été aussi en partenariat avec Radiant et City et aussi Fit Horticole était avec eux. Avec qui justement on essaye de voir comment on passe de la petite à la plus grande échelle pour que justement vous ayez des produits. Alors c'est pas encore forcément pour demain en 2023, mais ça sera sûrement en 2024. Et même là en 2023, avec France Teinture, nous on a réussi à atteindre 20 kg justement de tissu qu'on a présenté au Salon Made in France. Voilà. Les possibilités, en fait, Anne y a déjà répondu quand je disais que les colorants voilà, existent depuis plus de 20 ans. Ils sont en plus certifiés EcoCert et GOTS, c'est-à-dire que justement des établissements comme Couleurs de Plantes aujourd'hui, en plus, labellisent tous ces colorants, donc il n'y a aucune contrainte à les utiliser. Ils sont stables dans le temps, ils ont été testés, ils ont été contrôlés, donc on peut leur faire à 100% confiance. Ils sont disponibles en grande quantité parce que souvent on me dit ah oui mais le naturel, vous avez planté des plantes dans votre jardin et puis on va faire de la couleur avec. Je fais bah non, c'est pas un jardin, c'est des hectares aujourd'hui chez des agriculteurs. Et comme en effet elles ont été sélectionnées pour leur pouvoir tinctorial, il n'y en a pas des grosses quantités mais il y en a suffisamment. Et surtout comme elles existent depuis plus de 20 ans aujourd'hui, on a vraiment même des tonnages de couleurs aujourd'hui qui sont à disposition. Anne l'a déjà précisé, donc je ne vais pas m'étendre non plus, mais en effet le naturel, on a souvent le parallèle de la couleur naturelle avec les matières naturelles, puisqu'en fait, historiquement, finalement, nos vêtements étaient des matières naturelles, ou même au Moyen-Âge, avec le lin, le chanvre, la laine, la soie à plus petite quantité, et puis le coton est arrivé plus tardivement. Et finalement, les matières synthétiques, elles sont arrivées avec la pétrochimie, donc avec les colorants synthétiques. Donc finalement, on n'a pas aujourd'hui trop d'expérience ni de regard sur ce qu'on peut faire avec. Et finalement, on peut les teindre aussi. On peut aussi teindre des matières recyclées. On peut, en fait, toute teinture, toute matière, je dirais, est teignable. Après, ça dépend aussi du cahier des charges et de ce qu'on veut en faire. Mais je pense qu'il y a toujours une solution couleur pour une matière, qu'elle soit en teinture ou en impression. Finalement, on trouve toujours des choses. Après, voilà, ce que je disais, les recettes sont variables. On a majoritairement les plantes tinctoriales, mais il y a aussi des recherches sur les algues et les champignons. On a aussi des marques qui font aussi des recherches sur les micro-organismes et les bactéries. Il y a vraiment des recherches à ce niveau-là. Et colorants issus des biomasses, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de recyclage. Et finalement, pourquoi cultiver aussi des matières premières quand on en a aussi sous la main, comme la plure d'oignon? Typiquement, moi, je travaille aussi je suis aussi en lien avec l'Université de Béthune qui fait une recherche sur la quercétine, qui est en fait la molécule colorante de la plure d'oignon. Et en fait, on a aussi, faut se dire qu'il y a finalement de la couleur un peu partout dans ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'après, à grande échelle, c'est comment la réutiliser. Même avec les résidus d'algues, aujourd'hui, il y a possibilité aussi, quand ils ont été utilisés par exemple en cosmétique, de voir ce qu'il en reste et de peut-être potentiellement les utiliser aussi derrière en couleur. Colorant naturel avec ou sans mordant ou colorant substantif. Alors les mordants, c'est souvent la grosse question, c'est ah oui mais bon qu'est-ce que vous faites? Je reviendrai à la toute première slide en disant que par rapport au colorant synthétique, ce qui est rejeté dans l'eau aujourd'hui,
Si on utilise déjà rien qu'un mordant métallique est beaucoup moins nocif ou parfois un colorant synthétique, par rapport à la quantité de résiduels qui restent dans l'eau. Et après, en effet, il y a déjà comme le CRIT est en cours de recherche, il y a déjà des choses, on le sait naturellement, même avec les tanins, il y a déjà des expériences qui sont faites où, avec la plante, on arrive déjà à avoir des liaisons chimiques qui, on va dire, remplacent ou peuvent se substituer, on va dire, pour l'instant. Mais après, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation finale du produit. Si on a besoin qu'ils tiennent, par exemple, à 30 lavages ou à 50 lavages, vaut peut-être mieux commencer par mettre un mordant et puis voir après à utiliser d'autres recettes. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus être à l'opposé de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie textile, en tout cas même en France, parce qu'en fait, en France, les teinturiers ont beaucoup de réglementations et ils sont déjà, je dirais, très propres. Et donc, c'est plus par rapport à la teinturerie mondiale, où là, il y aurait plus d'actions à faire aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut collaborer justement avec ce qui se passe aujourd'hui avec les synthétiques et les naturels, trouver des recettes peut-être aussi un petit peu, on va dire, hybrides, pour que justement on glisse doucement vers le naturel, ou que justement les teinturiers s'approprient de plus en plus cette nouvelle couleur qui pour eux est complètement nouvelle. Et en fait, comme le dit très bien Anne, justement, on a du mal à saisir toute la qualité et l'importance que peut nous fournir le colorant naturel. Et donc, pour eux, c'est quand même assez nouveau. Donc, quand c'est nouveau, c'est toujours pareil. On a toujours un petit peu peur, mais on s'y met et ça marche. Et après, la notion aussi de propriété. Voilà, j'ai la dernière ligne qui était médicale, parce que je sais qu'il y a l'ANSAT, à Roubaix, il y a aussi des personnes qui travaillent justement sur le côté aussi médicinal et tinctorial de la plante. Mais ça, c'est à d'autres défunts. Donc voilà, les couleurs plus vertueuses, pour moi, le colorant naturel, c'est vraiment c'est en fonction justement des cahiers des charges des clients. Donc améliorer les recettes actuelles, apporter aussi une traçabilité et du local, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire de la couleur made in France, et ça, c'est quelque chose qui a une valeur, je dirais, morale et une vraie valeur sur votre produit. Local, parce qu'on a aussi des couleurs françaises, et en plus, donc en Nouvelle-Aquitaine, avec le site du CRIT Horticole, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Travailler à petite échelle et aussi valoriser la ruralité, parce que ça, c'est important. On l'oublie souvent, mais c'est quand même meilleur pour nos agriculteurs de planter des parcelles aussi plantes tinctoriales que des plantes céréalières. Améliorer la consommation d'énergie et les rejets. Donc ça, c'est aussi être transparent avec le consommateur, c'est-à-dire que quand on commence à parler de la couleur, je me suis souvent rendu compte que finalement, on va tout mettre en cause sur le produit. Aujourd'hui, en industrie textile, on a tendance à mettre la couleur au dernier moment, en fait. On fait le dessin, le vêtement, le design, et puis on se dit, ah tiens, on la veut en bleu ou en rouge, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Quand on commence à parler de la couleur naturelle, finalement, quand on attaque dans un produit, finalement, ça devient l'élément principal. Et finalement, tout le design et le concept va changer autour de la couleur, et toutes les bonnes valeurs qu'on va avoir mis, parce qu'on va avoir dit que déjà, ça va être plus cher, que ça va avoir une valeur humaine, qu'on va être transparent, traçable et tout ça. Et on va essayer justement de faire un produit qui sera du coup de meilleure qualité et de meilleure facture. Et on ne voudra pas mettre une couleur naturelle sur un produit qui sera juste jetable, justement. Ou justement, ce sera plutôt un produit où on va travailler sur un concept. Et ça pourrait être aussi un produit recyclable ou recyclé, parce qu'on peut aussi surteindre parfois, même avec des colorants naturels. Et même si on dit oui, les colorants naturels ont une patine, oui, mais dans le temps, si on veut faire aussi justement du recyclage, on peut aussi dire durabilité. Et on peut aussi très bien dire parce que c'est du naturel, et pourquoi pas, parce que souvent avec le synthétique, on l'oublie, mais on peut aussi surteindre derrière et continuer à faire de la teinture. Voilà, accepter la notion de nuance et de terroir. Alors ça, justement, le CRIT fait même des assemblages de couleurs pour être sûr que de l'eau à l'eau, vous ayez toujours la même couleur. Donc finalement, c'est le métier du teinturier aujourd'hui. Même avec un synthétique, un teinturier aujourd'hui devra toujours évaluer sa recette. Et avec un colorant naturel, c'est pareil, il devra évaluer sa recette et mieux les maîtriser pour faire la bonne couleur. Donc aujourd'hui, ça fonctionne, on peut teindre en étant justement le plus précis possible. Et puis après, l'impact aujourd'hui, c'est aussi bien même pour les utilisateurs que pour l'industrie. Moi, la première, quand je commence à ouvrir les paquets de plantes tinctoriales, d'extraits dans les usines, tout le monde me dit, déjà, il y a l'odeur. Et ça, on l'oublie souvent, mais la couleur naturelle, en fait, c'est une plante et c'est aussi un parfum. Et rien que ça, aujourd'hui, par comparer un produit chimique et aux utilisateurs, ils n'ont pas du coup le même ressenti, parce qu'ils vont utiliser un colorant qui a une odeur et pas un colorant qui n'a pas d'odeur.
un colorant qu'ils vont pouvoir manipuler sans souci parce que justement, ça vient d'une plante. Alors, après, vous allez me dire, il y a toujours des risques d'allergie ou autre, mais ça, c'est avec tout aujourd'hui produit. Mais en tout cas, ils sont ils ont moins de soucis à utiliser justement un colorant naturel qu'un colorant chimique. Et puis après, c'est tous les autres produits souvent qui sont ajoutés avec les colorants naturels. Finalement, souvent, on réduit le maximum de produits ajoutés à la recette parce qu'on a utilisé du naturel et pas avec le synthétique. On va toujours avoir tendance à en rajouter beaucoup plus pour que le colorant tienne à la fin. Voilà. Donc c'était pour vous donner à peu près mon retour d'expérience en fait, voilà, de tout ça. Et l'idée, quand je dis voilà, c'est on va faire un peu mot de confusion, redonner du sens à la couleur. Aujourd'hui, même la définition de la teinture, c'est préparation liquide de matière colorante propre à teindre les tissus. Et en fait, c'est un procédé qui consiste à fixer un colorant sur un support de manière durable. Et souvent, cette notion de durable, même les teinturiers l'oublient. Et donc, moi, c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui, j'essaye justement de faire comprendre le message. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le but de mon activité. Et comme je fais un gros travail de réseau, alors je ne sais pas si je pourrais plus en parler après à la fin, mais je voudrais quand même juste parler des initiatives qui sont liées à la couleur naturelle. Vous faites justement le deuxième webinaire à ce sujet-là. Moi, j'ai une petite info. Il y a un festival de la couleur naturelle à Pau du 2 au 4 novembre. Donc, on est vraiment dans la région Nouvelle-Aquitaine qui est organisée par l'association ICINA et TELEM. Donc, ça se passe du 2 au 4 novembre si les gens veulent venir. Il y aura des intervenants sur l'écriture de livres, par exemple de Marie Marquet. Il y a des gens qui ont fait de l'éco-print. Enfin, c'est aussi pour découvrir tout l'univers justement de la couleur naturelle. On parlait aussi tout à l'heure des cosmétiques, mais il y a aussi le milieu des beaux-arts avec les pigments. Là, il y a une personne de Belgique qui vient pour nous présenter justement sa société. Et puis, à la fin, on finit par le dimanche un super grand marché justement de tous les créateurs de la teinture naturelle. Donc, vous êtes les bienvenus, c'est à Pau. Donc, je le redis, c'est du 2 au 4 novembre. Je peux me permettre pour faire de la pub en même temps. Et puis après, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la couleur naturelle. Il y a un super podcast qui est à suivre qui s'appelle Art Éco-Vert de Pauline Leroux. Et si vous avez l'occasion d'aller écouter, Anne a été interviewée, j'ai eu la chance d'être interviewée. Elle fait vraiment découvrir et justement montrer que la couleur naturelle existe bien en France et dans plein de secteurs. Donc allez voir son podcast et allez la soutenir parce que ce qu'elle fait, c'est génial. Elle a réussi justement à fédérer l'ensemble des acteurs aujourd'hui de la teinture naturelle et c'est super intéressant. Voilà. Très bien, super. Merci Marie-Angèle, on rajoute Marie-Angèle. Oh là là. Des petits plus, des petites plus pour. On avait prévu un tout agenda à la fin du support, mais on rajoutera ces deux éléments-là, effectivement. Oui. D'accord. Très bien, Okay. merci beaucoup. Ah bah Pauline, Pauline on a nous bien écoute, vu elle est là. Ah. Voilà, donc super. Allez. Super. Et tu as fait une superbe transition, Marie-Angèle, en parlant de Pau, puisque nous allons enchaîner, quitter la Charente-Maritime pour aller plus vers les territoires du sud de la Nouvelle-Aquitaine, du côté de Saint-Jean-de-Luz, chez Couleur Chanvre. Et donc, merci à Gilles du Bordeaux, ingénieur du Bordeaux. Ingénieur chimiste responsable du pôle teinture chez Couleur Chanvre qui va nous faire son retour d'expérience de nombreuses années autour de cette activité de teinture qu'il appelle écologique. Merci beaucoup Gilles. Donc, écoutez, Gilles du Bordeaux, Couleur Chanvre. Cette société est née il y a une quinzaine d'années en région lyonnaise, au départ pour remettre en route la filière chanvre. Pour ses vertus écologiques. Et puis, nous sommes orientés au départ sur les teintures végétales. Donc, ça a duré quelques années pour trouver des process qui tenaient un petit peu la route. Mais j'ai permuté très vite, au bout de quelques années, sur des colorants de synthèse avec des teintures écologiques. La problématique que j'ai eu avec les colorants naturels, que ce soit animal ou végétal, de la cochenille, de l'adhérence, du campèche, etc. C'était sur les études réalisées en laboratoire ou semi-industriel, enfin petite quantité, tout se passe à peu près bien. Vous pouvez avoir un process qui tienne la route, des solidités,
plus ou moins bonne, une reproductibilité plus ou moins bonne. Et dès que vous passez en phase industrielle, là, la problématique survient de plein fouet. Là, je me suis heurté à des gros problèmes de solidité dans le temps. Je passe sur au niveau des couleurs hein, qui, comme vous le disiez, sont un peu passées, un peu pas très profondes. Mais la problématique, c'était l'oxydation, la sensibilité à l'oxydation de ces teintures. Pas seulement à la lumière, hein, mais juste à l'air libre. Hein. Vous aviez une décoloration des teintures dans le temps et un temps assez court. Vous pouviez mettre votre teinture dans un tiroir et sortir votre échantillon quelques semaines après, elle avait déjà évolué. Et poursuivre dans ces conditions-là, c'était trop dangereux. On a eu des retours et on ne pouvait pas continuer sur les teintures végétales. Non seulement ça, mais au niveau du process, quand vous travaillez en petite quantité, vous travaillez avec une petite quantité de mordants. Alors même si les mordants même si on parle d'une sélection de mordants qui ont un impact environnemental moindre que certains, pour avoir des solidités dignes de ce nom, il faut en utiliser quand même une certaine quantité. Et moi, je m'étais fait retoquer par l'administration pour une teneur de sel métallique, des mordants que j'utilisais un peu trop importante pour les rejets. Donc j'ai arrêté parce que en fait, quand je baissais les concentrations un peu trop, j'avais plus du tout les solidités que je souhaitais, quoi. Et donc en phase artisanale, très bien, parce qu'on n'utilise pas beaucoup de mordants et on peut maîtriser un peu plus, si vous voulez, les solidités, la reproductibilité des couleurs. En phase industrielle, c'est vraiment autre chose. Bon, je ne parle pas des coups de colorant qu'on peut effectivement absorber, hein, mais c'était une grosse problématique pour nous. Et c'est pour ça que Couleur Chanvre s'est cassé la gueule au bout de quelques années. Et on a été racheté ensuite par M. Thierry Bonhomme. Et là, on était passé déjà à un process, j'avais déjà étudié les process entièrement écologiques avec des colorants de synthèse, là maintenant, qui sont GOTS aussi, hein, des colorants un peu spécifiques, avec un process maison, où là, j'utilise, pour mes teintures, j'utilise aucun élément qui ont un impact environnemental, ne serait-ce que par les colorants, mais aussi et surtout par les produits utilisés dans l'industrie textile. Hein. Les premiers polluants vont être les tensioactifs, que ce soit des mouillants, des détergents qu'on n'utilise pas du tout ici. On n'utilise aucun détergent, aucun mouillant, aucun produit d'après qui sont aussi responsables de problèmes un peu sur l'homme, pas vraiment sur l'environnement, mais là sur l'homme, ont des perturbateurs endocriniens ou des produits cancérogènes, mais là on utilise rien de tout ça. On va faire des apprêts mécaniques. Et donc, nous sommes passés là sur du colorant végétal au colorant de synthèse avec vraiment un process écologique. C'est-à-dire que là, vous n'utilisez plus de mordant, mais des liaisons, là, j'utilise plutôt une base de colorant réactif, hein, donc ça va être des de covalence qui vont être très solides au lavage, des solidités que je n'avais absolument pas avec les colorants naturels. Et donc, ça fait maintenant quelques années que nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, parce que quand M. Thierry Bonhomme a acheté, on a déménagé en région Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, on continue et on développe aussi, s'est développé aussi un procédé pour, à base de colorants, de ces mêmes colorants, faire des imprimés aussi de manière entièrement écologique. Voilà en gros notre activité. Nous sommes surtout axés sur le linge de maison, linge de lit en particulier, hein, mais c'est aussi la table et on s'est lancé depuis peu aussi dans de l'habillement. Et voilà.
J'ai été bref, ça va? Oui. Bref, concis, efficace, et puis dire peut-être, Gilles, vous travaillez le chanvre et le lin, n'est-ce pas, chez Couleur On Chanvre? travaille le chanvre et le lin, ouais, oui, en fait, on est vraiment axé sur l'écologie aussi, mais c'est par rapport à la nature des fibres, c'est aussi le procès de colorant, c'est aussi l'énergie, hein, consommer le moins d'eau possible en recyclant le plus d'eau, ne serait-ce que pour les eaux de refroidissement, etc. Donc réutiliser le plus possible d'eau, travailler dans des rapports de bain extra courts. Enfin, c'est tout un ensemble qui font qu'on ait vraiment une teinturerie, je dirais, écologique, avec un impact environnemental quasi nul. Effectivement, on avait essayé de mettre en avant justement les différentes couleurs aussi. C'est vrai que c'est ça qui est important. On a mis le nuancier que vous avez sur votre site internet. On voit que ça varie des couleurs un peu moutarde, le vert émeraude, du bleu. Il y a On peut de faire l'ocre. vraiment toutes les couleurs sont possibles de faire avec de réelles solidités. Ensuite, ben, voilà, on peut tout faire. Mais c'est vrai qu'on utilise des colorants de synthèse, mais des colorants de synthèse un peu particuliers. Ok. On avait un visuel, voilà, vous avez un visuel justement pour Là, présenter un petit peu. Oui. Alors, on retrouve ça, et vous, la spécificité, vous fabriquez, mais aussi vous vendez. Vous avez une plateforme de Voilà, vente en direct. tout à fait, oui. On vend en ligne et aux pros des chambres d'eau, des hôtels. Très bien, mais merci beaucoup Gilles pour ce témoignage. Et ben, nous allons enchaîner avec prendre une autre direction des routes de la Nouvelle-Aquitaine pour aller vers la Creuse, et plus particulièrement du côté d'Aubusson-Felletin, avec l'intervention de Géraldine Cauchy. Merci d'être là, Géraldine, qui est la directrice du cluster l'ENAMAC. Donc, merci à toi. Merci pour votre invitation. Alors, j'ai la caméra, mais je crois que vous ne me voyez pas. Donc, on sera plutôt en mode radio me concernant. Damien, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas si vous allez réussir à bien suivre ce que je n'ai pas mis en mots, ce que je voulais vous dire à l'oral. Donc, j'espère que le défilé sera fluide avec les images qui peuvent apparaître. Il y a des beaux visuels, effectivement. J'ai vu. Voilà, mais on peut peut-être les faire passer sans. Ça ne vient pas forcément illustrer précisément un temps de parole, enfin, un peu quand même. Voilà, donc nous, l'ENAMAC, on est une association de filière. On est spécialisé dans la valorisation de la création et du fait main à base de laine française. On est localisé dans la Creuse, à Aubusson-Felletin. On a été créé en 2009. On est une filière laine atypique par rapport à, enfin, je dirais, s'il y a un schéma un peu type de filière laine française, parce qu'en fait, on vient d'un territoire d'élevage au pied du Massif central, du plateau de Millevaches, mais au croisement du grand bassin laitant ouest français, et on est sur un territoire riche en savoir-faire rares et patrimoniaux, comme vous le savez, puisqu'on vient du secteur du tapis et de la tapisserie d'Aubusson. Donc, en fait, cet ADN de nos adhérents, des acteurs qui forment l'ENAMAC depuis 2009, est venu finalement orienter des axes de travail sur cette filière laine. On souhaite composer d'acteurs engagés dans une démarche de qualité, de créativité, de relocalisation française. On travaille beaucoup sur la décoration d'intérieur. On travaille aussi sur le vêtement, mais je dirais dans une moindre mesure sur la partie promotion de la filière que nous portons. Et notre projet répond à 4 enjeux prioritaires. Le premier, c'est la transmission des savoir-faire et des métiers rares, le soutien d'entreprises engagées, la relocalisation autour des laines locales et la valorisation de la filière et de son patrimoine. Voilà, en quelques mots, ce qu'est l'ENAMAC. Et pour répondre à ces enjeux, eh bien, nous gérons un centre de formation, des ateliers textiles partagés à Aubusson en partenariat avec la Cité de la Tapisserie qui s'appelle Village Château-Favier, les ateliers partagés.
Nous avons aussi un programme d'incubation, d'accélération d'entreprise qui s'appelle Omailène, je vais y revenir. Nous gérons aussi des programmes de recherche et développement sur la laine, ainsi que le label IG Tapis Tapisserie d'Aubusson. Donc autant de projets divers, parce que travailler sur une filière impose de la complexité, de la diversité, puisqu'il faut avancer brique par brique à la fois sur l'amont et l'aval de cette filière. Et donc en fait, on va dire que notre écosystème d'acteurs est assez fondamentalement intéressé, naturellement intéressé par la teinture naturelle. Donc vous pouvez voir en tout début d'image, Damien, l'exemple de NME Studio qui suit le webinaire en ce moment. Je remercie Marie-Ève Nardou et Nathalie, sa collègue. Donc ça, c'est l'événement showroom Omailène que nous avons eu à Paris, pas plus tard que début septembre pendant la Design Week. Et là, vous voyez toute une gamme, une collection de produits qui sont déclinés en couleurs naturelles. C'est donc à partir de Garance. NME Studio a travaillé en collaboration avec Mirobolan, donc la teinturière Charlotte Marambert, qui était installée en Belgique. Et je peux que vous dire avec beaucoup de fierté qu'elle est en train de s'installer, qu'elle est installée maintenant sur notre territoire d'Aubusson-Felletin. Elle est pour l'instant dans nos ateliers textiles partagés et on lui souhaite une installation à son compte le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que notre écosystème va être aussi, j'ai envie de dire, boosté par la présence de Charlotte Marambert pour accéder plus facilement à cette expertise sur la teinture, en sachant que par rapport aux témoignages qu'on vient d'avoir avant moi, eh bien, évidemment, quand vous êtes sur le secteur du tapis, de la tapisserie d'Aubusson, vous avez besoin forcément de longévité, de résistance lumière, de solidité. Je pense que la teinture naturelle, elle a ces capacités-là, on n'en doute pas, mais c'est vrai qu'on a une clientèle qui est souvent très exigeante. Donc, ça sera forcément pour nous des points d'attention importants. On cohabite sur notre territoire avec de la teinture synthétique. Effectivement, j'entends souvent notamment la teinturerie de la filature Terrade qui utilise des colorants les plus écologiques possibles, les moins polluants, tout du moins. Donc, il y a ces enjeux, on le sait bien, sur le textile et la teinture, bien sûr. On a une approche un peu particulière, on voulait ouvrir finalement avec l'ENAMAC à l'occasion de ce webinaire pour signaler, nous, finalement, un certificat de teinture qu'on a pu ouvrir l'année dernière. En fait, ça fait depuis des années maintenant qu'on programmait la formation en teinture naturelle. Notre centre de formation est spécialisé sur le fait main. On est vraiment sur la formation artisanale. Et on a eu l'opportunité de déposer des certifications qui sont enregistrées au répertoire spécifique par décision de France Compétences sur l'amaille, le feutre et nouvellement donc les techniques de teinture naturelle artisanale sur fibres textiles, végétales et animales. On n'aborde pas que la laine, on a quand même eu une ouverture sur d'autres fibres et notamment par rapport à des mélanges aussi qui peuvent être possibles en matière principalement à base de laine. Et donc, ce certificat est éligible au compte personnel de formation. Il a pour objectif de maîtriser la teinture de fibres végétales et animales à partir de sources de colorants naturels et pouvoir ainsi créer des vêtements ou objets artisanaux éco-responsables, en sachant que dans notre titre, on avait aussi suggéré dans le vocabulaire, on avait souhaité mettre raisonner, évidemment, la logique de la chronologie des bains, la récupération des bains, le passage de telle à telle couleur pour avoir le moins de déchets possible, font partie des enseignements qui sont transmis par un binôme de formateurs que sont Magali Bontou et Charlotte Marambert.
Et ensuite, les stagiaires, donc après 154 heures de formation, on reste sur un format de formation courte, je tiens à le signaler. Nous avons, pour finalement conclure le certificat et l'obtenir, nous avons la présentation d'une pièce finale composée d'échantillons qui sont présentés devant un jury professionnel, du coup extérieur à l'équipe de formateurs, avec notamment Michel Garcia qui participe à ce jury et on le remercie. Voilà, donc ça c'est assez nouveau pour nous, ça nous impose de placer la teinture naturelle au contact d'un milieu professionnel. C'est ambitieux, on utilise beaucoup de techniques différentes, de produits différents, on fait appel à une trentaine de plantes environ pendant ce cursus qui vont se présenter vraiment sur des formes très diverses. Si c'est la plante, ça peut être le bouton, l'écorce, la feuille. Ensuite, on va être en poudre, en extrait, en plante entière ou broyée. On va vraiment présenter une diversité de possibilités en teinture naturelle. Donc ça, c'est l'approche vraiment formation qui va nous concerner. Après, peut-être je peux finir par une ouverture sur notre plateforme de sourcing qui s'appelle l'Anatech. Depuis quelques années, nous avons mis en ligne cette plateforme de sourcing. Vous pouvez la consulter. En fait, son objectif, c'est de pouvoir mettre en ligne et porter à connaissance un maximum de matières 100% laine française ou laine. L'objectif pour nous était d'avoir un moteur de recherche qui permettait de tracer l'origine géographique des laines, mais c'est vrai qu'il est possible que dans les mois qui arrivent, on vienne resserrer la sélection pour faire évoluer au maximum notre plateforme Lanatech sur uniquement du 100% français. En tout cas, c'est en pourparlers au sein de l'ENAMAC. On vient aussi référencer les services incontournables de la filière laine française. Et là, vous retrouverez quelques acteurs en teinture naturelle. On n'est pas du tout exhaustif, on s'en excuse. L'Anatech, ça prend énormément de temps. On essaie d'avoir une approche à la fois pédagogique, esthétique, de garder de la qualité et une homogénéité pour l'ensemble des acteurs qui figurent sur la plateforme. Au départ, on référençait des gens qu'on connaissait bien. Petit à petit, on connaît de moins en moins les acteurs. Donc, on a aussi le souci de la qualité. Voilà, si vous allez voir, il manque du monde, c'est sûr, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous le faire remonter. Petit à petit, on améliore l'outil. Et dernier point, donc vous aurez les races ovines françaises, mais je crois que ça concerne moins notre webinaire. Merci beaucoup Géraldine. Juste petite question, du coup, au niveau du centre de formation, ça représente combien de stagiaires ou de personnes peut-être en formation continue, par exemple l'année dernière ou cette année où vous en êtes avec les modules de formation? Oui, alors on a 150 stagiaires par an, en sachant que je dirais à la grosse louche qu'on a environ 10% de nos stagiaires qui accèdent maintenant à une certification. On espère bien sûr que ce chiffre va pouvoir lentement évoluer parce que, comme je vous le disais, c'est tout nouveau. Et je dirais qu'on arrive à capter aussi environ 10% de personnes qui vont être formées et aussi à partir à Homme-Hélène. Alors, c'est peut-être plus entre 5 et 10%, mais ça aussi, notre objectif est de vraiment relier au maximum nos différents projets pour être vraiment sur cet objectif de rebâtir une filière laine française responsable. Et des personnes qui viennent certainement de toute la France, pas forcément que de la Nouvelle-Aquitaine? Oui, bien sûr, les stagiaires viennent de toute la France. Les formateurs viennent également de toute la France. On avait espéré pouvoir être
sur l'écosystème Aubusson-Felletin. Puis en fait, très rapidement, avec le développement de l'activité de notre formation, de la formation, finalement, on a un jeu d'acteurs formateurs stagiaires à l'échelle nationale. D'accord. Très bien. Eh bien, Enfin, merci. tu avais Oui. anticipé, Edwina, les questions. Je ne sais Oui. pas s'il y avait des personnes qui avaient des questions. C'est vrai qu'on a essayé de garder un temps pour les questions. Alors, je ne pense Il y pas que avait c'est une possible de les... question de Ouais. Stéphanie Gast. Est-ce Oui. que c'était peut-être à l'attention du CRIT, est-ce que Je vous suppose. travaillez avec d'autres territoires agricoles pour essaimer la mise en œuvre de ces cultures tinctoriales dans d'autres régions? Je rouvre le micro. Parfait. Alors, je vais faire une réponse décevante. Actuellement, les besoins en volume qu'on a, et pas seulement nous, mais d'autres acteurs, sont vraiment à peu près couverts, on va dire, par les contrats qu'on a avec les agriculteurs. Ce que je vous disais, c'est que comme on a sélectionné nos plantes pour vraiment comment dirais-je, des rendements biomasse fois l'intérêt colorant élevé, avec une tonne de garance, avec 1 hectare de garance, on va à peu près produire 2 tonnes de matière sèche. Et avec ces 2 tonnes de matière sèche, on va pouvoir faire à peu près 30%, c'est-à-dire 600 kilos d'extrait, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des plantes qui ont un énorme rendement. C'est pas comme des plantes aromatiques et médicinales, par exemple, où on a des rendements de quelques pourcents, nous on a des rendements vraiment élevés. Conclusion, les hectares qu'on a actuellement nous suffisent. En revanche, donc on est souvent questionné sur « Ah, j'aimerais monter un atelier de plantes tinctoriales, est-ce que vous m'achèteriez mes plantes, etc. » Non. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est l'élargissement de la gamme à des végétaux qui seraient plus particuliers de certaines régions. C'est par exemple le cas des régions méditerranéennes où on a quelques végétaux que, à mon sens, on n'a pas, nous, encore assez explorés. Et là, s'il y a une ressource végétale un peu nouvelle, ça va nous intéresser. Mais répondre, dire, bah oui, on va vous aider, enfin on va vous aider, ou on peut aider, c'est-à-dire qu'on peut expliquer comment c'est produit, mais en fait, le marché n'est pas suffisant actuellement pour, enfin on n'a pas, le marché, il n'est pas énorme, quoi. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'hectares de production actuellement. Je vais pas, voilà. Je sais pas si j'ai répondu un petit peu, pas, enfin une réponse un peu en dedans, je veux dire. Et voilà. A priori, oui, il n'y a pas de... Je rajoute juste une chose, on s'est amusé à calculer là, pour une conférence scientifique, si on devait remplacer tous les colorants de synthèse par des colorants naturels, uniquement pour teindre des fibres naturelles, qui représentent à peu près 30% du marché de la teinture fibre, et sur cette teinture fibre, 90% c'est du coton et 10% c'est tout le reste. Eh bien, il faudrait que nous mettions en culture la surface de la Belgique, entièrement en plantes colorantes, et avec ça, on remplacerait les colorants de synthèse par des colorants naturels pour teindre toutes les fibres naturelles teintes dans le monde entier. C'est pas énorme. Enfin, voilà. Et autre comparaison, la surface de la Belgique en plantes tinctoriales, c'est actuellement, par exemple, la surface qui est cultivée dans le monde en tabac. Ça m'a fait rigoler de faire cette donc voilà. Bon. Mais c'est pas énorme. En fait, on imaginait tomber sur des surfaces bien plus énormes. En fait, non. D'accord. Bon. Alors du coup, il y avait toujours une question là-dessus, sur cette partie culture, sur les consommations d'eau, d'intrants, que c'est des choses que vous essayez d'estimer, d'évaluer, d'orienter peut-être vers des agriculteurs un peu plus responsables ou biologiques peut-être? Alors, on a essayé de faire des essais en agriculture biologique. On y est arrivé pour le réseda et le sorgho. Le sorgho étant un cousin du maïs, et comme le maïs se cultive déjà en bio, on est arrivé à faire notre sorgho en bio ainsi que notre réseda. Pour la garance, on a beaucoup plus de mal, qui est une pluriannuelle. Donc, on est, je crois que c'est Géraldine qui parlait de raisonner, on est en agriculture raisonnée. Donc, on va utiliser très peu de produits chimiques, désherbants, quasiment pas.
Et pour ce qui est des consommations d'eau, en fait, c'est quand même des cultures qui ne sont pas très consommatrices. Et il faut savoir qu'une plante tinctoriale commence à produire des molécules tinctoriales quand elle est stressée. Je crois que c'est Marie-Angèle qui parlait des vertus médicinales, c'est bourré d'antioxydants. Et c'est des molécules qui sont synthétisées quand le végétal est stressé, notamment quand il est un peu sec. Donc en fait, c'est des plantes qu'on n'arrose pas beaucoup. On les arrose au départ pour l'implantation, quand on va semer le réséda, par exemple en ce moment, là, vers le mois d'octobre, ou quand on va implanter notre garance au printemps, on va au début arroser nos semis et ensuite on n'arrose plus. Ok, très bien. Alors, il y avait une question, je ne sais pas qui c'est qui est en mesure de répondre, mais sur les certifications, c'est vrai que je pense que c'est un point important. Vous avez parlé tout à l'heure de certification GOTS, et il y en a une autre, Ecotex ou Ecotex. Est-ce que les colorants qui sont proposés peuvent s'intégrer dans cette certification? Oui, tout à fait. Donc, c'est Amélie Braille qui vous répond. Il pourrait tout à fait être validé par Ecotex. Nous, on a une petite structure, on s'est focalisé sur GOT, mais il n'y a pas de raison pour lesquelles il ne pourrait pas être Ecotex également. Très bien. Alors, il y avait des questions de rendement, je pense, des rendements appliqués à des substances. La laine, alors si j'ai 600 kg de garance, combien de... il doit y avoir des produits en croix à faire. Combien de kilos de laine je vais pouvoir teindre? Alors, je pense que ça dépend peut-être la puissance de la teinture. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon kilos terme. d'extrait, je suppose que c'est des kilos d'extrait, c'est les 600 kilos auxquels j'arrivais avec mon hectare de garance. Donc, c'est un extrait. Hein. Donc, avec l'extrait, je ne parle pas de la racine, peut-être Géraldine pourra répondre, mais sur l'extrait, 600 kilos, on met à peu près 5% poids de fibre. Donc, on multiplie par 20. 20 fois 600, ça fait 6000, ça fait 12 tonnes. 12 000, ouais. C'est beaucoup, ouais. hein? Oui, donc ça va. Ouais. C'est beaucoup. On sait faire. On a une autre question. Quel avenir pour le recyclage de matière en polyamide teint avec des colorants végétaux? Ça se teint très bien. Le polyamide se teint très bien. Il est voisin de la soie. Je ne dis pas de bêtises, Amélie. Donc, on a déjà teint du polyamide. Alors, le recyclage de matière en polyamide, je ne sais pas trop, c'est Maïté Ousseni, à quoi ça se réfère. Oui, c'est des matières recyclées. Après, c'est vrai que je pense que c'est peut-être le lien avec des procédés de recyclage, enfin, suite à la collecte, je pense, dans les poids d'apport volontaire, finalement, textile d'habillement ou linge de maison. Je pense qu'on récupère, il y a pas mal d'éco-organismes ou de structures de l'ESS qui récupèrent ces matériaux-là. Ils vont faire le tri. Il y en a une partie qui ne va pas forcément pouvoir être réutilisée ou réemployée. Donc, il y en a une partie qui peut être recyclée, je pense. Et donc, souvent, ça peut être fait dans des bains ou dans des mélanges pour essayer potentiellement peut-être de récupérer les substances primaires, enfin, le polyamide en tant que tel. Et donc est-ce que ça a une incidence peut-être sur Alors, ce que je peux dire, c'est traités? que je trouve que c'est une très bonne question, le recyclage, bien sûr. Hein. On a eu cette question, je déborde un peu sur la partie plastique et bouteilles plastiques. Donc, on a teint des plastiques recyclés avec les pigments, du coup, et ça se teint bien. Notamment des PET recyclés. Donc là, le polyamide, je sais qu'un polyamide non recyclé se teint bien avec les colorants naturels. Donc recyclé, il n'y a pas de raison qu'il ne se teigne pas. Après, il y a peut-être aussi des procédés, peut-être Marie-Angèle c'est ça, ou aussi des procédés de démontage de la couleur, hein, qui consistent à, avant de reteindre, on décolore. Pardon, je vais reprendre la main rapidement. Par rapport à cette question-là, je pense qu'en effet, les colorants naturels peuvent complètement y répondre. Alors moi, j'avais compris aussi la question par rapport au tri. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense quand même dans le tri sélectif, il n'y a pas encore de différenciation entre le colorant naturel et le colorant synthétique, puisqu'on teint, finalement, c'est un tri par couleur et c'est pas encore un tri par process. C'est pas encore identifié. Et en effet, par les polyamides, même les matières recyclées, moi, pour en avoir testé certaines, même en teinture, ça fonctionne aussi. Pas forcément que en extrusion et avec des pigments, mais on peut aussi colorer en teinture et même en impression.
en fait. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas encore de limite, enfin, il n'y a pas de limite, en fait, à ce sujet-là. Voilà. Mais après, n'hésitez pas, enfin, on peut en reparler, ou s'il y a des sujets ou des projets. Enfin, je pense qu'il y aura nos adresses mail qui sont disponibles et tout ça. Donc, on peut après prendre le temps de parler de tout ça. Ouais, normalement, les coordonnées de toutes les personnes qu'on parlait sont présentes dans le support. Donc, il y a des emails ou voire il y a des numéros de téléphone. Donc, effectivement, ça sera évidemment envisagé, s'il y a des questions plus précises, de contacter les personnes. Du coup, oui, il y a des questions de plus en plus techniques là qui oui. sont posées. Karine qui demande si les mordants sont également labellisés GOTS ou EcoCert. Oui, ils sont GOTS. Pas tous. Ceux qu'on a sélectionnés sont GOTS. Oui. Sinon, ce n'était pas la peine de labelliser les colorants s'il n'y avait pas les mordants. OK. Ce qui n'empêche qu'il faille les utiliser à bon escient et avec parcimonie. Après, ça va être une question de quantité, quoi. Oui. Alors, il faudra que j'ai une discussion avec Couleur Chambre. mais je trouve intéressant d'avoir. Enfin, je comprends complètement le point de vue industriel et la nécessité économique de faire vivre une entreprise. Et donc, quand quelque chose n'est pas satisfaisant sur un segment de marché précis, de changer de fusil d'épaule, voilà. Enfin bon, mais j'en reparlerai, je pense, avec. Oui, mais surtout que nous sommes sur le chanvre, le lin. C'est vrai que sur des fibres protéiniques comme la laine, la soie, c'est beaucoup plus facile. Quoi. Vous n'avez pas les mêmes problématiques du tout. Oui, puis vous êtes en plus sur du tissu quand même de linge de maison, donc avec des fortes contraintes, solidité, lavage et lumière. C'est sûr que sur de l'habillement, par exemple, on n'a peut-être pas tout à fait ces contraintes-là. Et par contre, on comprend aussi des fibres qui coûtent très cher. C'est-à-dire que lorsque vous vendez une housse de couette au prix que nous vendons, les clients sont en droit d'attendre des solidités et des unissons dignes de ce nom, quoi. Au milieu industriel, c'est vraiment très, très difficile. Quoi. Bien sûr. On a une dernière question de Thierry. En parlant de recyclage, peut-on récupérer les colorants naturels sur des déchets de coupe? De coupe de quoi? De coupe de produits finis, Thierry? Ou de coupe de… Moi, je pense que c'est le tissu qui est déjà teint. Et ensuite, il va y avoir la découpe pour faire typiquement un habit, un vêtement. Et donc, il va y avoir un squelette qui va être résiduel. Et donc ce squelette résiduel, est-ce qu'on peut récupérer le colorant spécifiquement, peut-être en faisant tremper le tissu, je ne sais pas. Ce sera plus simple. C'est le fameux démontage dont je parlais. Alors, je sais qu'en colorant de synthèse, ça se fait, c'est-à-dire qu'on peut, c'est le terme, on démonte un tissu. Moi, j'avais été étonné du terme. Mais vous avez détruit le groupe chromophore. Monsieur Dubourg, c'est peut-être ça, je ne sais pas trop. On peut décolorer. Alors, un colorant naturel. Oui, mais vous détruisez le groupe chromophore, la partie colorante. Vous avez, en plus, c'est pas du tout écologique, vous utilisez des réducteurs puissants. Je veux dire, lorsque vous avez un recyclage, vous voulez recycler des fibres, il ne faut pas s'amuser à essayer d'extraire du colorant. Même pas démonter. Si vous êtes en phase écologique, vous teniez par-dessus, quoi. Mais, alors, néanmoins, je me rappelle avoir discuté de ça avec Dominique Cardon, il existait historiquement ce qu'on appelait des piezettes. C'était la forme de stockage des couleurs et des colorants, notamment au Moyen-Âge. C'était des petits carrés, je crois que c'était du lin ou du chanvre, qui était teint avec des colorants naturels, avec des concentrations énormes, absolument énormes, c'est-à-dire qu'on devait mettre, je ne sais pas, 50% poids de fibre de mordant, énormément de colorants, ils étaient gorgés, et on les séchait, et c'était une manière de stocker la couleur, c'est-à-dire qu'ensuite, effectivement, on les faisait tremper dans des bains, et ils exudaient en quelque sorte mordant et colorant parce que c'était en surabondance, et ça permettait de faire des bains de teinture à côté. Ça s'appelait des piezettes. Pardon? Et de colorer les rivières, sûrement aussi. De colorer oui, peut-être les rivières, je ne sais pas. Avec le rejet qu'il devait avoir, il ne devait pas y avoir beaucoup de poissons dans leurs rivières. Je ne sais pas, je pense que nos ancêtres étaient peut-être pas si… Écoutez, c'est nous qui sommes quand même, je pense, responsables des désastres actuels, moins qu'eux.
Mais en tout cas, c'était notamment en Italie, il y a tout un article de Dominique Cardon là-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on y avait pensé avec des teinturiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas stocker des tissus teints de façon très, très, très concentrée pour ensuite soit les déconcentrer eux-mêmes, soit s'en servir comme on les mélange ensuite dans un autre bain pour colorer un autre textile. Mais l'intérêt, il est où, en fait? En fait, je ne capte pas bien le... Je pense que c'était une forme de stockage. C'était aussi, également, autrefois, ils mordançaient les tissus, par exemple pendant l'hiver, ils stockaient les tissus mordancés et ils teignaient un an après. Oui. Okay. Pardon. Je voudrais juste aussi intervenir, moi, par rapport à l'industrie textile aujourd'hui. Comme on disait, les teinturiers français, je pense que vous, d'ailleurs, et d'autres, justement, sont presque irréprochables parce qu'avec toutes les normes qu'il y a aussi en France, vous êtes justement au niveau de la qualité de la teinture et des rejets d'eau, finalement, il n'y a presque rien à dire, je dirais, parfois. Mais par rapport justement à cette notion de bain en colorant naturel, je vais me permettre aussi de reparler encore d'un industriel qui s'appelle Alliance, qui est fabricant de machines aujourd'hui, qui a justement sorti à l'ITMA dernier une machine pour teindre avec les colorants naturels en petite quantité, pour pouvoir passer justement de la petite quantité, donc de 3 kg. Pour l'idée, c'était de faire des recettes sur petite machine pour après passer au grand format. Et justement, cette notion de recyclage de bain fait partie des notions qui sont utilisées dans sa machine, parce que souvent les machines de teinture aujourd'hui, le bain est complètement évacué. Et là, l'idée, ce serait justement de pouvoir recycler les bains. Donc je pense qu'en effet, il y a des questions, même au niveau des fabricants de machines aujourd'hui en teinturerie, sur ce souci-là. Et ça peut aussi ouvrir le champ des possibles, même avec les matières, avec aussi les colorants synthétiques. Mais comme je l'ai dit au début, je pense qu'il faut qu'on travaille main dans la main sur ces sujets-là. Et puis, je pense que justement, des structures après comme l'ENAMA qui se professionnalisent de plus en plus sont très intéressantes, voilà, pour après continuer à faire ce genre de projet avec eux. Voilà. Merci pour Pauline, voilà, pour Monsieur David Godino sur la machine de teinture, exactement. Il y a pas mal, du coup, il y a pas mal de choses qui sont présentes dans le chat. On essaiera de les récupérer, de les mettre en lien aussi avec le support. On va essayer de finir comme prévu, mais il y avait encore quelques questions et des compléments. Juste, on voulait vous parler avec Edwina, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a pas mal de choses qui se passent, et notamment le mois d'octobre va être assez dense sur ce sujet-là, avec la semaine de la mode responsable. Il y a Guillaume Philippe qui était dans la conversation, qui a présenté, qui avait l'événement de Poitiers le 19 octobre, mais il n'y a pas que ça. Il y en a également à Angoulême, il y a le 17 et 18, il y a le triathlon de la mode éthique. Le 18 octobre, la Biarritz Good Fashion. Le 19 à Poitiers, les rencontres de la mode responsable. Et du 19 au 21, toujours à Poitiers, le festival de la mode responsable. Donc, tout ça est organisé avec la région, l'ADI et l'ADEME. Et donc toutes ces questions de teinture, mais plus largement de mode, de filière textile, intégrant des pratiques environnementales, je dirais, sont abordées d'ici un mois. Finalement. Dans un petit mois pile, et juste préciser, Damien, que cette initiative de la première semaine de la mode responsable en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, c'est la première fois, la première semaine. Et nous serions très heureux si ce rendez-vous pouvait devenir un rendez-vous annuel. On note le mois d'octobre, c'est la semaine, le mois d'octobre, il y a la semaine de la mode responsable en Nouvelle-Aquitaine, et l'idée, c'est quand même bien sûr de mailler le territoire pour organiser des événements à la portée de tous. On voit bien qu'entre Biarritz, Angoulême, Poitiers, ça fait de la route, donc tout le monde ne peut pas être partout, notamment les industriels et les acteurs de cette chaîne de valeur de la filière. Donc, c'est notre première semaine. J'espère de tout cœur que vous pourrez répondre présent aux événements qui vous intéressent le plus. Et vous précisez également que sur la journée du 19 octobre à Poitiers, nous avons relevé le défi d'organiser une journée, et Marie-Angèle va également intervenir lors d'une table ronde sur les matières premières, avec
quasiment à 95% uniquement des retours d'expérience et des témoignages d'entreprises de la Nouvelle-Aquitaine pour parler et échanger avec leurs pairs. Donc, voilà, merci pour votre attention. D'accord. Oui. Et on rajoutera le festival de la couleur naturelle à Pau, hein, début novembre. Le 4 novembre. Oui, bah oui. Du 2 au 4 novembre, j'ai noté à Pau. Donc, ton micro, Marie-Angèle? Excusez-moi. Oui, c'est du jeudi 2 au 4 novembre et voilà, avec des invités qui font des conférences à la médiathèque de Pau pendant les 3 premiers jours, donc le jeudi, vendredi, samedi, et le 4 se finira par un marché artisanal. Voilà. Et on est Et à puis, votre au plaisir de vous disposition. rencontrer tous. Hein, voilà, exactement. Après, si vous avez des questions Voilà. plus sur des projets, n'hésitez pas. Oui, voilà, je pense que c'était aussi l'objet d'aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, vous pouvez les contacter, évidemment, elles seront ravies, je pense, de répondre aux problématiques ou aux questions complémentaires que vous n'avez pas pu poser aujourd'hui. Et donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé, merci aux intervenants. Merci beaucoup. On va vous envoyer le support s'il n'y a pas de choses, si l'intervenant ou l'intervenante me disent qu'il y a des choses à pas mettre, je les enlèverai, mais en tout cas, on a prévu de vous envoyer le support et puis il y aura le visuel, le replay qui sera disponible, je pense, la semaine prochaine, donc pour revisionner éventuellement les éléments. Merci à toutes et à tous. Merci. On vous souhaite une bonne journée. Puis, bon appétit, bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Exactement. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.